Vous, vous êtes engagé au sein d'industries de produits de santé. Vous, vous êtes futur cadre, déjà cadre, cadre de haut niveau, cadre dirigeant. Vous, vous êtes passionné par l'innovation en santé. Vous, vous souhaitez échanger autour de thématiques au cœur de l'actualité. Vous, vous êtes en demande de rencontres professionnelles. Nous sommes depuis 1956 une association indépendante de bénévoles s'adressant au cadre des industries de produits de santé. Nous comptons au sein de notre conseil d'administration et de notre commission junior de futurs cadres, des cadres et des cadres dirigeants. Nous comptons parmi nos partenaires des grandes écoles, des universités, des associations d'étudiants, des fédérations professionnelles, des industriels. Nous favorisons des débats sur des sujets d'actualité et des sujets transverses. Parce que nous vous écoutons, parce que nous nous adaptons à vos besoins, parce que nous sommes au cœur de l'innovation, parce que nous nous engageons. Parce que nous sommes l'ACIP Santé, l'association des cadres des industries de produits de santé. Rejoignez-nous, parce que vous, c'est nous. Chères adhérentes, chers adhérents, nous sommes très heureux de vous retrouver en direct depuis l'Institut de la Vision, lieu d'innovation. Nous remercions bien vivement Serge Picot, son directeur, de nous y accueillir. Les 8000 adhérents et followers de l'ACIP Santé plébiscitent notre positionnement. Nous sommes les acteurs des industries de santé et nous nous tenons aux côtés des acteurs qui contribuent à la performance et à l'innovation de notre système de santé. Après une conférence relative à la souveraineté sanitaire de la France avec Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher, 2 soirées débats relatives au CSIS avec Lise Santoro puis Agnès Audier, personnalité qualifiée, une soirée dédiée à la loi de programmation de la recherche avec monsieur le député Philippe Berta, Christian Deleuze et Thomas Lombès, et notre dernière soirée relative au plan Innovation France 2030 avec le professeur Antoine Ténière au sein de Paris Santé Campus avec Anne-Sophie de Faucigny de la BPI et Agnès Audier, membre du comité de pilotage, nous voici réunis ce soir à l'occasion d'une nouvelle soirée exceptionnelle relative à la place de la santé biomédicale en France et dans le débat politique. Soirée exceptionnelle car co-organisée pour la première fois avec l'association S3 Odéon, représentée ici par sa présidente Agnès Renard. Soirée exceptionnelle car diffusée depuis l'Institut de la Vision, centre de recherche de dimension internationale entièrement dédié aux maladies de l'œil. Le projet de l'Institut de la Vision est d'intégrer sur un même lieu la recherche fondamentale et la recherche appliquée pour développer en circuit court des thérapies innovantes en ophtalmologie. Soirée exceptionnelle par le profil de nos orateurs. Notre objectif ce soir, vous offrir un débat constructif sur la question de la recherche biomédicale. À mes côtés, pour animer ce débat, Catherine Niabeuf, économiste et membre du conseil d'administration de l'ACIP Santé. Comme toujours, vous êtes invités à poser vos questions via Slido pour ceux qui sont en ligne. Je vous souhaite une excellente soirée et je cède la parole à Catherine Niabeuf. Merci Agnès, bonsoir à tous. Professeur Sansonetti, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais tenter de résumer votre parcours, ce qui est très ambitieux parce qu'il est tellement riche que je vous prie de m'excuser par avance si j'omets des choses importantes. Alors, vous êtes médecin, vous êtes chercheur en microbiologie. Vous avez fait vos études de médecine, de biochimie, microbiologie et de bactériologie-virologie à Paris, que vous avez complété en étant chercheur post-doctorant au Walter Reed Army Institute of Research à Washington, D.C. aux États-Unis. Vous êtes ensuite entré à l'Institut Pasteur, où vous y avez exercé et exercez toujours de nombreuses fonctions, avec à la fois une activité de recherche et une activité clinique. Vous avez également exercé ou exercez toujours de nombreuses fonctions à l'INSERM, à l'Agence nationale de la recherche, ainsi qu'à l'OMS, où vous avez été président du comité de pilotage sur le développement de vaccins contre les maladies diarrhéiques. Vous êtes actuellement directeur de l'unité INSERM 786, colonisation et invasion microbienne des muqueuses,
et de l'unité de pathogénie microbienne moléculaire à l'Institut Pasteur. Vous êtes professeur à l'Institut Pasteur et au Collège de France, mais aussi vous êtes professeur invité dans plusieurs universités internationales de premier rang. Et puis vous avez également écrit des livres, et je citerai les 2 derniers qui sont Tempête parfaite, chronique d'une pandémie annoncée, et Tu aimeras tes microbes comme toi-même. Et j'ai oublié quelque chose de majeur, c'est que vous êtes membre de l'Académie des sciences, de l'Académie allemande des sciences, de l'Académie américaine des sciences et de la Royal Society de Londres. Donc un grand merci d'être avec nous ce soir. Nous allons commencer par un constat sur la recherche. Alors on entend beaucoup de choses sur la recherche, sur la recherche en France, que les systèmes de recherche en santé dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, la Suisse, l'Israël sont plus performants que le système français, que ces pays consacrent davantage de ressources à la recherche, qu'ils sont plus sélectifs en termes de recrutement, en termes de financement d'excellence, que du tout coup il y a des centres comme le MIT, comme Harvard, comme Oxford, Cambridge, etc. En France, il y a quand même des bonnes choses. On est assez leader en oncologie, notamment dans les phases précoces. Mais moi, on aimerait vous entendre sur votre diagnostic, sur votre constat sur l'état de la recherche en France. Vaste question. Oui, vaste programme, comme disaient certains. Merci tout d'abord de m'avoir invité. Je suis vraiment très, très honoré et en même temps très, très ému parce que c'est vrai que c'est un sujet complexe. Je pense que le constat de certains reculs, de ce qu'on appelle maintenant le déclassement scientifique en France, en particulier, disons dans les sciences du vivant, dans le domaine biomédical, je crois que c'est une réalité, en dépit effectivement, comme vous l'avez souligné, d'un certain nombre de points forts qu'il est hors de question d'ignorer. C'est quand même une réalité, on le voit sur un certain nombre de marqueurs, sur le nombre de publications, mais ça, c'est pas toujours un très très bon marqueur. Il y a la qualité aussi qui compte, mais on le voit très bien. Moi, j'ai été chair d'un ce qu'on appelle un panel à European Research Council, et on voit bien dans les statistiques qu'en relation avec la population des pays de l'Union européenne et des pays associés, la France fait un peu pâle figure par rapport à l'Israël, par rapport à la Suisse, par rapport même au Royaume-Uni et à l'Allemagne, qui ont au fond ce qu'on pourrait appeler un rendement beaucoup plus efficace en termes d'obtention de ces financements que n'en ont les Français. Donc je pense que c'est un marqueur de quelque chose, de quand date ce déclassement ou le début de ce déclassement progressif. Je pense qu'il date comme beaucoup de choses en France, d'une trentaine d'années, probablement d'un abandon d'un certain nombre d'éléments qui structuraient les politiques. La recherche en fait partie, mais l'éducation, bien entendu, la santé. On sent bien qu'on a introduit quand même pas mal de critères de rentabilité, de productivisme, d'économie, qui ont sans doute quelque part un petit peu altéré le fonctionnement de la structure. Il y a aussi un autre paramètre qui prend probablement en considération, c'est un paramètre organisationnel. Je pense que ce n'est pas uniquement un problème financier. Il y a aussi des éléments d'organisation globale de notre système. Notre système de recherche, en particulier, encore une fois, dans le domaine des sciences du vivant, c'est un peu un millefeuille. On y voit, ou pour prendre un terme archéologique, on y voit des restes des réformes antérieures, d'ailleurs en général peu ou pas financées. Il y a des additions, mais rarement des soustractions. Il y a beaucoup plus d'antagonisme que de synergie. Tout ce système est extrêmement compliqué. Quelque part, reflète sans doute la mentalité et la structure extrêmement dure de l'administration française. Donc je pense qu'il faut effectivement qu'on réfléchisse à ces éléments et à quoi sont-ils dus. On peut se le demander aussi parce que
au fond, dans d'autres pays, la science, me semble, en tout cas ceux que j'ai visités, ceux dans lesquels j'ai pu travailler, la science est beaucoup plus présente dans le débat. J'ai pu le voir dans plusieurs pays européens et bien sûr en Amérique du Nord et en Israël. C'est quelque chose qui, au fond, peut-être va au-delà de simplement l'organisationnel, le bureaucratique. Au fond, ce que les politiques reçoivent, j'ai l'impression, du monde de la recherche, c'est filtré, calibré par les syndicats, par les directeurs des grands organismes. C'est, au fond, on fait le maximum, ça devrait aller. Mais on ne va pas au fond des choses parce que ce n'est pas uniquement un problème de moyens. Ce n'est pas peut-être uniquement un problème d'organisation. C'est un problème de désir, c'est un problème d'état d'esprit. C'est un problème de se dire, au fond, la science et la pensée scientifique, c'est un élément de rationalité essentiel dans le progrès de la société. Et au fond, la science, les scientifiques sont une priorité nationale et ça, on ne l'entend pas. Et si je peux faire un bilan rapide de ce que j'ai entendu des 12 candidats ou candidates à l'élection présidentielle, à aucun moment, véritablement, le mot science n'a été prononcé. On parle d'innovation, mais on ne parle pas de science. Et à aucun moment, j'ai entendu un véritable programme concernant justement la prise en compte de cette impression de déclassement, de glissement progressif de la France. Alors, dans ce glissement, il y a bien entendu des paramètres d'émergence, les tigres asiatiques, hein, la Corée du Sud, Singapour, le Japon, tous ces pays, effectivement, veulent et prennent leur place, donc bien entendu. Mais on a quand même l'impression qu'on n'a pas mis les efforts et la réflexion suffisante. Donc, à quoi c'est dû? Je ne sais pas. J'ai un peu l'impression que nos élites politiques sont, au fond, assez peu informées sur la recherche scientifique et sur ses objectifs. Et au fond, l'intérêt qu'il y a à soutenir la science pour le bénéfice de la société. Je pense que beaucoup des problèmes que notre société a affrontés en ce moment pourrait être résolu par une bonne organisation scientifique et une science qui soit beaucoup plus créative, si je puis dire, en termes de débouchés, éventuellement, de médicaments, de vaccins, pour ce qui concerne la recherche biomédicale. On pourrait imaginer que ces notions soient clairement dans leur esprit, et je n'ai pas l'impression qu'elles le soient totalement. Donc on a un vrai problème avec ça, et en face, un monde scientifique, encore une fois, dont le message est un petit peu brouillé, quasiment inaudible. Je dis souvent que le monde de la recherche scientifique a remplacé l'armée dans le rôle de grande muette. On ne les entend pas. Ils sont assez peu mis en avant de la scène. Je pense que les médias, en ce moment, dans cette campagne politique pour la présidence, sont plus intéressés par la dernière petite phrase de tel ou tel candidat ou candidate que par des problématiques de fond comme l'éducation et la recherche, comme la liaison entre l'éducation et la recherche. Donc voilà, on peut commencer à essayer de réfléchir quand même à une espèce de sociologie, je dirais, de cette notion de déclassement et de ses racines. Alors, on avait discuté du fait que l'idée ici n'était pas de dire des sous, mais peut-être de réfléchir un petit peu plus précisément à la façon dont les choses pourraient se structurer. Donc on voit bien que la recherche fondamentale, elle est essentielle. Il n'y a pas de découvertes qui vont changer la donne sans la recherche fondamentale, donc elle est véritablement le pilier. Mais elle est le pilier que si elle n'est articulée correctement avec la recherche appliquée, avec la recherche et le développement, avec une liaison entre l'académique, les biotechnologies et la grande industrie pharmaceutique, et aussi avec la recherche clinique, et José va en reparler, bien entendu. On a des faiblesses dans tous ces domaines, dans toutes ces articulations qui sont des faiblesses de financement, des faiblesses
lié beaucoup de bureaucratie. Aux États-Unis, on demande beaucoup de documents pour faire des études cliniques, mais ça prend quelques semaines. En France, ça peut prendre 2 ans. Et on a vu à l'épreuve, je parle toujours, c'est un peu vulgaire, du crash test du Covid, que la France avait un peu patiné dans sa capacité de production, dans un temps qui a été extrêmement court et télescopé, avec une pression terrible. On a vu que le système a souffert en matière de découverte fondamentale, même s'il s'est passé un certain nombre de choses tout à fait notables. Néanmoins, tout ce qui concerne le développement vaccinal a été malheureusement au deuxième plan. Développement de molécules thérapeutiques, deuxième plan. Donc je pense qu'il faut qu'on soit honnête et humble et qu'on reconnaisse cette difficulté qu'on a ou qu'on a eu ces dernières décennies à s'adapter à l'accélération des procédures scientifiques dans le monde moderne. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion que nos candidats et candidates devraient avoir, parce que voilà, sinon on va avoir du mal. Alors l'Académie des sciences, on leur a écrit, on les a interrogés, on attend toujours la réponse. Ces réunions qui se font devant des groupes, des associations et autres qui interviewent les candidats et les candidates, les scientifiques n'y ont pas eu droit. Je crois qu'on est encore une fois assez muet dans tout ça, et j'en suis un petit peu angoissé. Alors, à la limite, qu'est-ce qu'on peut essayer de sortir comme priorité? Je crois qu'il y a des priorités pour l'avenir sur le recrutement des scientifiques, sur le mode de recrutement des scientifiques. Il y a des priorités, bien entendu, sur le financement de la science. Il y a des priorités sur la mise en place, le soutien des plateformes technologiques. Et puis, il y a des priorités qui sont... ce de quoi d'ailleurs on a souffert dans cet épisode de Covid, c'est un soutien massif à l'émergence d'une thématique lorsqu'elle est par définition assez inattendue. Et puis des domaines, je trouve, de la recherche biomédicale qui sont un peu en déshérence, comme la vaccinologie, la psychiatrie et autres, qui malheureusement nécessiteraient de se focaliser. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je reprenne ces points ou si on en fait des questions. C'est à vous finalement de décider. J'avais prévu de vous expliquer un petit peu. Ce que je vous dis ici, au fond, c'est... Je viens là, je représente rien, sinon moi-même. Et c'est un peu l'expérience de 40 ans d'immersion, parfois en apnée, dans le système de recherche français. Et puis, effectivement, de connaissances, ou en tout cas d'expérience avec nos collègues étrangers. Je reviens une seconde sur l'aspect de l'importance du politique et du lien que, je pense, le monde politique devrait établir avec la science. Je suis toujours extrêmement choqué du peu de relations qu'il y a, par exemple, entre notre élite politique et les académies, en particulier notre Académie des sciences, qui est une source de connaissances, d'expériences, d'expériences collectives absolument extraordinaires. Je résume toujours tout ça en disant que la devise de l'US Academy of Science, l'Académie américaine de sciences, c'est « Advising the Nation ». Donc voilà, et c'est une réalité. Alors elle s'est peut-être un petit peu disloquée avec un récent président des États-Unis, mais pour le reste, c'est quand même quelque chose qui est une espèce de fil conducteur, une espèce de confiance du politique dans les scientifiques qu'il va falloir absolument reprendre. La France n'a jamais été aussi grande scientifiquement que lorsqu'il y avait cette espèce de fusion, de compréhension, le siècle des Lumières, la Révolution, la naissance de la Troisième République, avec la fusion du concept d'éducation et de la pensée scientifique. Hein. Clémenceau disait que le véritable outil de l'émancipation, c'est la science. Et puis l'après-guerre, on a vu la France revenir au premier plan sur les découvertes en biologie moléculaire, la génétique moléculaire est née en grande partie en France. Donc il y a quelque chose qu'il faut retrouver. Et encore une fois, c'est aussi un état d'esprit. Ce n'est pas uniquement de l'argent et des réformes et des rustines sur un système qu'on pense pouvoir améliorer. Mais il y a du pain sur la planche, si vous me permettez d'être vulgaire. Et on peut en reparler effectivement sur les 4 domaines que je vous ai mentionnés.
Merci beaucoup Philippe Sansonetti pour ce constat éloquent. Alors j'ai l'impression de retourner à la fois en psychiatrie, en orthopédie, avec ce syndrome de glissement, cette faiblesse articulaire. Alors je vais me tourner vers le professeur Sahel. Nous sommes absolument heureux d'être accueillis en fait chez vous, quelque part, professeur Sahel. Vous êtes en direct depuis Pittsburgh, mais je crois que nous sommes chez vous à Paris. Bonsoir monsieur. Ah, il n'y a pas le son. Attendez, on ne vous entend pas, on ne vous entend pas. Bonsoir, Voilà. vous m'entendez? Très bien. Très heureux d'être avec vous et effectivement d'être à l'Institut de la Vision avec vous. Et effectivement, c'est ma maison je suis très heureux de partager cette expérience, même si, comme Philippe l'a très bien dit, il y a une certaine frustration et tristesse, mais là, je crois que l'objectif n'est pas celui-là, c'est d'essayer de réfléchir ensemble à des solutions et de sensibiliser nos interlocuteurs à une réflexion un peu plus avant-gardiste et un peu plus courageuse sur ce qu'il faut faire. Alors je crois que avant-gardisme et courage, ça vous caractérise. Je vais tenter aussi l'épreuve de la biographie. En fait, c'est une épreuve en fait pour Catherine et moi, tellement vos biographies sont riches et tellement à chaque ligne on peut lire quelque chose d'intéressant. Donc José Alain Sahel, vous êtes médecin-chercheur. Vous partagez votre activité entre la recherche et votre pratique clinique. Vous êtes spécialiste des thérapies régénératives de l'œil. C'est devant le constat malheureux que certaines maladies oculaires ne bénéficient d'aucun traitement que vous avez consacré pendant plus de 20 ans vos travaux à la compréhension des mécanismes de la perte de notre vision centrale notamment. Vous avez dirigé jusqu'au 31 décembre 2020 un service d'ophtalmologie au 15-20 qui sont juste à côté et à la Fondation ophtalmologique Rothschild à Paris. Vous enseignez à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, à l'Institute of Ophthalmology University College à Londres, en Grande-Bretagne, à l'Université hébraïque de Jérusalem et aux États-Unis où vous vous trouvez à la UPMS, c'est plus facile à dire, mais University of Pittsburgh Medical School. Vous avez publié plus de 600 articles. Alors effectivement, un article, il y a différents types de qualité d'articles, mais je pense que 600 sur 600 sont d'excellente qualité. Vous avez co-inventé 40 brevets dans le domaine des maladies de la vision. Vous êtes un pionnier dans la recherche sur les rétines artificielles et les thérapies régénératrices de l'œil. Vous êtes reconnu par la communauté scientifique internationale pour votre expertise dans la restauration de la vision. Vous avez été honoré de nombreux et très prestigieux prix. Ces distinctions et décorations soulignent votre engagement sans faille dans la recherche en faveur de l'amélioration de la situation des personnes malvoyantes et souffrant de cécité. Et vous êtes directeur de l'IHU Foresight, qui regroupe principalement l'Institut de la Vision et le CHU des 15-20. Vous avez, et ça nous intéresse également beaucoup à la CIP Santé, puisque nous avons reçu plusieurs personnalités qualifiées du CSIS, vous avez été l'une des très peu nombreuses personnalités qualifiées du CSIS. J'espère que vous me permettrez, en préambule à ce débat, de vous poser quelques questions relative en fait à votre parcours universitaire. Il y a une commission junior à la CIP Santé qui nous aide dans l'organisation de ces événements. La moitié des personnes connectées sont des jeunes médecins, jeunes pharmaciens, jeunes étudiants en école de commerce. Et il nous paraît important, après toutes les sessions que nous avons eues et dont je vous ai fait un résumé un peu plus tôt avec Agnès Pannier-Runacher, avec un certain nombre de personnalités qualifiées, nous avons enfin devant nous, mais c'est un peu le cas aussi de Philippe Sansonetti, mais quelqu'un qui a expérimenté ce parcours qu'on appelle de nos voeux, qui est celui d'un médecin qui, très jeune, a fait ses études de médecine en France, mais également à la Harvard Medical School. À moins de 40 ans, vous aviez 38 ans, vous avez fondé à Strasbourg les prémices de l'Institut de la Vision. D'où pouvez-vous nous parler de ce parcours et pouvez-vous nous dire qui vous a inspiré, d'où vous avez eu cette intuition de toujours avoir le patient au cœur de la recherche et de réussir à mêler le privé, le public, le fondamental, enfin de faire du translationnel en fait, Monsieur Sahel. Alors, ça peut être très long ou très court comme réponse. En fait, vous avez dit l'essentiel, c'est centré sur le patient. En fait, mon parcours, ça a d'abord été suite d'un étudiant en médecine, puis d'un médecin. Et d'abord très heureux d'être un chirurgien, d'avoir des résultats de la chirurgie tout de suite après, et d'avoir le sentiment d'être efficace.
Et puis en même temps, le constat que sur les maladies liées au vieillissement, sur les maladies génétiques, sur un certain nombre de pathologies, nous étions démunis et que le plus simple, c'était souvent de passer au patient suivant en disant désolé, je peux rien faire pour vous. Et ça m'a paru très vite, en particulier la confrontation à des parents à qui il fallait annoncer des maladies intraitables, ça m'a paru assez peu acceptable. Et donc, je pense que c'est le cas d'énormément de gens. La différence peut-être, c'est que certains se disent ben c'est comme ça, et d'autres se disent qu'est-ce que je peux faire pour faire un peu mieux, en sachant que on ne fait qu'apporter une contribution extrêmement modeste à un domaine qui est immense et sans cesse mouvant. Et donc, c'est simplement essayer de se dire, si les réponses ne sont pas dans ce qu'on a appris en savoir tout fabriqué, préconditionné à la faculté de médecine, moi, j'ai pas le souvenir d'un seul cours à la faculté de médecine qui se terminait par des questions. Il n'y avait que des recettes et des formules toutes faites, et il n'y avait jamais ce questionnement, cette curiosité. C'est une des grandes frustrations que j'ai eues pendant ces années-là. Et on peut s'habituer à ça, finalement, à se dire, bon, on a pas mal de savoir-faire, pas mal de connaissances qui ont été élaborées par d'autres et avec lesquelles il est possible de gérer des situations. Dans la majorité des cas en ophtalmologie, la grande qualité, c'est de pouvoir soigner beaucoup de malades. Avant, j'avais fait de la neurologie et j'avais un constat qui était à l'époque opposé. Mais c'est donc se dire où sont les réponses, où sont les éléments de réponse, et donc du coup de passer par un parcours scientifique qui permette de poser des questions avec une approche qu'on appelle réductionniste, hein, de simplifier des questions très complexes posées par les patients, qui sont souvent des questions holistiques, mais qu'on est obligé de réduire à des questions plus élémentaires, et puis essayer de ramener les éléments de réponse après parfois 5, 10, 15, 20 ans vers un essai clinique, vers une approche qui permette éventuellement d'essayer, de se tromper souvent, de réussir parfois et surtout de continuer parce qu'il n'y a pas d'alternative en fait. Quand on est face à des maladies incurables, il n'y a pas de réponse autre que de continuer. Et c'est simplement ça. Je pense qu'il y a un élément de persévérance, un élément de non-acceptation du constat, de l'état de fait. Mais ça ne suffit pas. Ce qui est peut-être important pour faire écho à ce qui n'est pas beaucoup mieux dit que ce que j'aurais pu faire, ce qui est important, c'est l'état d'esprit dans lequel on fonctionne. C'est-à-dire que au lieu de raisonner institution, au lieu de raisonner même profession, médecin versus scientifique, au lieu de raisonner INSERM versus université, CHU versus faculté de médecine, se demander dans tout ce paysage extrêmement complexe comment on peut faire voyager les questions pour qu'elles puissent trouver un moment où ça décroche vers une solution et faire avancer les choses. Et donc, ça veut dire parfois traverser les frontières, effectivement, c'est qu'il y a des pays où c'est un peu plus naturel. Quand j'ai commencé à vouloir faire de la recherche, je me souviens, j'étais un chirurgien très occupé. Mon chef de service m'a dit, mais en général, ceux qui font de la recherche, c'est que c'est pas des très bons chirurgiens, donc pourquoi vous faites ça? Parce que vous vous débrouillez bien. Je dis non, mais c'est pas le sujet, c'est qu'il y a des malades qu'on ne sait pas soigner et j'ai envie d'essayer de comprendre. À l'époque, c'était plus facile aux États-Unis. Il y avait une culture plus forte aux États-Unis par rapport à ça. Et donc, ça m'a paru quelque chose à envisager. Vous m'entendez encore là? Très bien, oui, très bien. Oui, je ne vous voyais pas. Et l'autre point, c'est qu'à un moment donné aussi, il faut accepter que c'est même pas seulement la biologie, c'est la physique, c'est les sciences humaines, c'est beaucoup de domaines du savoir qu'il faut réussir à rapprocher. Et se dire que seule la connaissance à construire peut permettre d'avancer. Et donc, plutôt que de voir la santé comme une ligne de déficit budgétaire, l'éducation comme un nombre de fonctionnaires à entretenir et la recherche comme des improductifs qui trouvent très rarement et qui coûtent très cher à la société, si on se dit qu'il y a beaucoup plus de gouffres devant nous que de terrain vraiment plat, on a besoin d'essayer de travailler tous ensemble à ça. Et en réalité, le gouffre financier que pour représenter la santé, l'éducation ou la recherche représente aussi des opportunités considérables de création d'emplois et de création de richesses humaines et de richesses au sens plus classique du terme. Et donc c'est ça qu'on peut découvrir au cours du temps, c'est qu'à un moment donné, vous vous rendez compte qu'une bonne idée peut aboutir à un brevet, qu'un brevet peut éventuellement attirer des financements industriels. Ces financements industriels peuvent conduire à des essais cliniques sans lesquels on n'aura jamais les moyens sinon tout le budget de l'Institut de la Vision ne financerait même pas un seul essai clinique. Donc évidemment qu'il faut trouver ces relais et qu'il faut arriver à travailler avec les industriels. Et donc je crois qu'il faut faire voyager les questions, ne pas accepter
quand on a fait le travail du CSIS, Agnès Audier, à la fin, quand on a présenté les résultats au président de la République, a dit que c'était un voyage triste. C'était un voyage triste, effectivement, parce qu'on a traversé différentes administrations, différents partenaires, différents discours, et à chaque fois, c'était des constats d'impuissance, des constats d'inefficacité. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'accepter. Il faut se dire que non, d'accord, ça ne va pas, mais c'est pas la fin c'est pas la réponse, ça ne va pas. Ça n'est que peut-être simplement une amplification de la question. Merci, professeur Sahel. Alors, vous avez réussi donc à vous rendre très tôt aux États-Unis, à y découvrir la recherche. Philippe Sansonetti nous parlait des tracas, alors je vais reprendre, hein, organisationnels et bureaucratiques. Néanmoins, les premiers succès, même si votre carrière elle est internationale, vous avez quand même eu du succès, rencontré le succès en France. Au bénéfice des patients, car effectivement, quand on vous écoute, quand on vous suit, le patient est toujours là, mais vous avez réussi à construire en France. Alors maintenant, vous êtes aux États-Unis et en France, mais vous avez réussi à construire à Strasbourg, ensuite à construire, alors en équipe, hein, cet Institut de la Vision. Donc finalement, quand on ne se résigne pas, quand on persévère, on réussit en dépit des tracas bureaucratiques. Alors, je ne sais pas si j'ai des recettes pour la réussite. Ce que je sais simplement, c'est que quand on n'abandonne pas, on a plus de chances d'y arriver. Et donc, j'ai toujours la différence entre le succès et la réussite, c'est un quart d'heure de plus. C'est qu'au moment où on a envie de baisser les bras, on se dit non, on va encore essayer une fois de plus, en essayant de comprendre pourquoi ça n'a pas marché la fois précédente. Et si je faisais la liste des échecs, elle serait beaucoup plus longue que la liste des succès. Simplement, on préfère parler des succès, ça intéresse plus. Donc, bon, non, en fait, la France était un très bon terrain pour faire tout ça. Et je pense que par exemple le temps long qui est offert par la possibilité d'avoir un emploi dans la recherche qui soit relativement stable, si c'est utilisé pour la prise de risque, si c'est utilisé pour se projeter sur des questions de long terme, c'est quelque chose d'absolument remarquable que très peu de pays peuvent offrir et qui est un avantage important, à condition qu'on donne aux gens les moyens de travailler, parce que s'ils sont dans un misérabilisme constant, et on a dit qu'on n'allait pas demander plus d'argent, mais s'ils passent leur temps à essayer de trouver de l'argent pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire, évidemment ça stérilise un petit peu des esprits brillants. Et on voit quand même des parcours de gens qui avaient réussi à faire des choses et qui, à un moment donné, s'enlisent là-dedans. Ça, il faut faire tout pour l'éviter. Le RC représente un de ces magnifiques mécanismes qui permettent vraiment de booster les carrières à condition de pouvoir y accéder. Et il faut vraiment tout faire pour créer cet état d'esprit de prise de risque, de se projeter un petit peu plus loin. Alors, mon départ aux États-Unis n'a rien à voir avec des frustrations par rapport à la France, qui est un pays que j'adore et auquel je me sens viscéralement attaché. C'est simplement des raisons personnelles. Et bon, il s'est trouvé que ça m'a permis de lancer une nouvelle carrière et de construire un nouvel institut et de faire en sorte qu'il va ouvrir à la fin de l'année. Donc, il va être un institut qui va être complètement à parier avec celui de Paris. Et donc, ça va être une opportunité supplémentaire de faire traverser encore les questions. Mais je pense que ce qu'il faut essayer de faire en sorte, c'est que le vivier de talent que représentent les jeunes, qu'il faut pousser par une éducation la plus qualitative et la plus ambitieuse possible, doivent pouvoir trouver un relais dans des emplois scientifiques et pas qu'ils soient simplement sécurisants, mais qui donnent le niveau de sécurité minimal pour pouvoir se projeter vers une prise de risque importante. Et l'autre point très important, c'est que vous m'aviez surtout invité pour la recherche clinique, même si en fait je n'arrive pas à faire la différence entre les deux, je considère que c'est un continuum permanent, c'est qu'il faut pouvoir faire en sorte que les essais cliniques puissent être mis en œuvre sans faire prendre de risques aux patients, mais avec une fluidité pour cette mise en place. Aujourd'hui, le parcours bureaucratique qu'il faut avoir, on l'a vu à l'occasion de la crise sanitaire qui n'est même pas encore terminée, le temps qu'il a fallu pour mettre en place des essais cliniques efficaces, la multiplication des micro-essais cliniques à travers tout le pays avec l'absence d'intégration, la comparaison avec ce qui a été fait par des pays très proches comme l'Angleterre avec les essais adaptatifs en vie réelle, la possibilité vraiment de tester à grande échelle et de faire travailler tout le monde ensemble. Il y a beaucoup de leçons à tirer de tout ça. Et il y a des leçons à tirer à plein de niveaux. Si on a le temps, on peut en parler. C'est des niveaux de structuration, c'est des niveaux de méthodologie, mais c'est aussi une culture de faire en sorte que on se dise que dans chaque hôpital, dans chaque cabinet de ville, il faut pouvoir apprendre de chaque patient et il faut que cette connaissance puisse bénéficier à chaque patient. Et ça représente une mise en œuvre de la recherche clinique, pas seulement dans l'isolement de quelques centres, mais vraiment une intégration dans l'ensemble de la prise en charge des patients, parce qu'il faut pouvoir en faire un instrument de qualité et un instrument d'évaluation. Alors là, on parle de ce crash test. Effectivement, j'ai bien aimé la terminologie. Alors, je suis pas sûre que les petites phrases que les journalistes retiennent, ça date de cette campagne. Il me semble que quand j'étais plus jeune,
il y avait des phrases de Georges Marchais qui sont encore, ou des saillies qui sont encore reprises. Mais justement, quand on parle, là vous parlez d'une culture scientifique, si on va même encore plus tôt, est-ce que votre expérience, professeur Sahel, c'est que par exemple, alors j'ai bien retenu la devise de l'Académie américaine Advising the Nation, on a quand même pas mal de députés et de sénateurs en France qui sont médecins. Est-ce que vous pensez qu'un petit Américain, qu'un petit Anglais, qu'un petit Allemand, ils sont, ou un petit Israélien ou un petit Chinois, ils sont plus, ils entendent plus parler de science au cours de leur éducation, ou est-ce que vous constatez des différences culturelles, parce qu'on parle toujours des hubs comme Boston ou autres, mais ça c'est... Est-ce qu'en amont déjà, vous constatez des différences culturelles ou par rapport à l'approche qu'on a de la science en France? Alors, il y a des pays où c'est tout à fait patent, hein, comme la Corée, comme le Japon. Il y a des pays où c'est vraiment patent que la science est au cœur de l'évolution personnelle. En fait, et les gens n'ont pas d'autre choix en fait que de passer par la connaissance pour grandir, pour évoluer. Mais c'est ce que j'ai connu quand j'étais enfant. Moi, je suis fils d'enseignant. Il n'y avait pas d'autre solution que d'apprendre. Il n'y avait pas d'autre avenir que de passer par la connaissance, et une connaissance qui soit la plus approfondie, la plus solide possible. Je me souviens, on me disait, quand on apprend quelque chose, il faut que ce soit pour toute la vie et pas juste pour passer un examen. Et c'est quelque chose qu'il faut sans doute remettre en place, redonner du prestige à la connaissance et à l'enseignement, et donner aussi une soif de curiosité, de faire en sorte que la curiosité soit stimulée sans arrêt. En fait, les questions qui gênent, que ce soit les questions les plus importantes, les plus intéressantes. Alors, je pense pas qu'il faille jeter la pierre à un pays par rapport à l'autre, parce que il y a une telle, en particulier aux États-Unis, il y a une telle disparité selon le milieu dans lequel vous êtes, selon même l'ethnie à laquelle vous appartenez, que c'est vraiment très difficile de dire qu'il y a tout un système qui fait que les gens sont plus poussés. Mais en attendant, ce qui est certain, c'est qu'il y a un enthousiasme au niveau des étudiants, il y a une volonté d'apprendre qui n'a pas encore été complètement détruite ou atrophiée par une espèce de manque d'enthousiasme, il y a un manque de joie en fait. Qu'on ressent toujours. En fait, je me souviens toujours après avoir passé ma première année aux États-Unis, la première fois que je suis revenu, il y a quelque chose qui manque, c'était la joie. C'est cette idée, cette espèce d'optimisme qu'on va y arriver, même si c'est pas évident aujourd'hui, on va y arriver demain, à condition de ne pas abandonner. Mais je pense pas que ça soit. On a de très bons enseignants, on a de très bons chercheurs. Il faut juste leur montrer qu'on leur fait confiance, et pas seulement en leur disant on va vous donner 50 € de plus à la fin du mois, mais avec quelque chose qui soit beaucoup plus significatif, en leur donnant les moyens de travailler. Et Philippe en a parlé, il y a aussi un problème d'organisation. Il y a une organisation d'une complexité, d'une lourdeur et d'une absence totale de logique et de performance qui est sidérante. Et il n'y a pas besoin de plus d'argent pour ça. Il faut vraiment faire en sorte que ça soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficace que ça n'est aujourd'hui. Vous voulez compléter, professeur Sansonetti? Non, mais je veux bien reprendre sur ce point de José qui est important. Je pense que cette complexité de notre système organisationnel scientifique, il est, vu de l'étranger, d'une complexité inouïe et en fait très démobilisateur. Et le bouche à oreille fonctionne très bien, hein, dans les pays anglo-saxons en particulier, qui ont la critique assez facile. Et la France a vraiment la réputation, malheureusement, d'avoir un système scientifique très complexe dans lequel il est très difficile de s'insérer. Et ça, c'est un premier élément d'une politique qui pourrait encourager, au fond, la relance de la science et sa visibilité et l'intérêt d'entamer une carrière scientifique, c'est de simplifier un peu nos systèmes de manière à ce qu'on puisse offrir une meilleure image à l'étranger, parce qu'on a besoin aussi de chercheurs étrangers. On a besoin de chercheurs étrangers formés. La recherche, c'est un écosystème multidisciplinaire, multiculturel, qui ne marche bien que lorsqu'on a cette complémentarité. Et à l'heure actuelle, malheureusement, on voit bien que c'est plutôt dans l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que ce sont certains très bons chercheurs français qui vont partir à l'étranger, soit de façon temporaire mais prolongée, soit de façon définitive. Et là, vraiment, pour ce qui est des carrières scientifiques, je crois qu'il y a un problème de fond qui est le problème de la visibilité. La visibilité de la science, d'un côté, bien entendu, et de son intérêt dans la formation individuelle et collective, et la visibilité de la France comme un écosystème
qui devrait être extrêmement attractif et dynamique pour les scientifiques, à la fois étrangers, et puis bien entendu pour les jeunes talents, pour les jeunes pépites françaises, qui vont plutôt, à l'heure actuelle, partir vers la banque ou vers des choses plus rapidement lucratives, probablement, que vers la recherche scientifique. Vous savez, Jacques Monod disait toujours, faut pas exagérer, mais c'était une boutade, les scientifiques, vous pouvez arrêter de les payer, ils reviendront quand même le lendemain matin au labo pour travailler. Alors, on n'en est pas là, mais ça voulait dire quelque chose qu'on disait tout à l'heure, c'est un état d'esprit, la recherche. Et s'il n'est pas cultivé, s'il n'y a pas d'attractivité, s'il n'y a pas... Alors, cet endroit ici, l'Institut de la Vision, est un exemple typique. Au fond, moi, j'ai beaucoup de respect pour nos institutions scientifiques, pour l'INSERM, pour le CNRS, pour l'INRA, mais à l'extérieur, même à l'extérieur du milieu académique, quelle image ça donne de la recherche ? Un institut de la vision, ça dit quelque chose. Et puis on y voit un intérêt médical éventuellement, on y voit de la multidisciplinarité, hein, la recherche, les découvertes, elles se font de plus en plus à l'interface des disciplines. José a parlé des sciences humaines, il y a un besoin d'introduction de critères scientifiques et ça se fait maintenant en anthropologie, en sociologie qui est énorme et ensuite on pourra véritablement fonctionner en circuit avec les sciences humaines et sociales. Donc il y a un problème de visibilité qu'il faut absolument construire. Et là encore, il faut que les politiques en soient conscients. Mais peut-être quelque part, ça amène à une réflexion de fond sur la structure de notre système scientifique. Moi, je suis un fort admirateur et partisan des universités, c'est-à-dire des lieux géographiquement relativement homogènes où vous avez de multiples disciplines et pas pour isoler dans des endroits où, au fond, géographiquement en particulier, les gens vont tourner en rond dans leur propre discipline mais n'auront pas d'opportunité d'ouverture. Donc il y a ça. Une fois qu'on a attiré les très bons scientifiques ou les très bons futurs jeunes scientifiques et jeunes talents, je crois qu'il faut effectivement essayer de sélectionner les meilleurs. Il faut se faire à l'idée que, moi je le dis toujours un peu de façon provocatrice, mais la science fondamentale, la recherche fondamentale et ses développements appliqués et autres, c'est du sport de haut niveau. Et il faut vraiment avoir les meilleurs et les entraîner. Et je ne suis pas sûr que nos structures de reconnaissance, d'identification, de sélection soient suffisamment bonnes. Les compétitions sont absolument énormes. On a très peu de postes pour des nombres de candidats dans les sections à l'INSERM, au CNRS. C'est assez terrifiant. Et à l'arrivée, au fond, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que vous avez tendance à être conservateur. Quand vous voulez sélectionner, vous prenez quelqu'un qui a des bonnes publications dans des très bons journaux, mais ça veut dire quoi ? Souvent, c'est des jeunes. Ça reflète pas mal le laboratoire dans lequel ils ont été en postdoc, à Harvard ou ailleurs. Il faut se donner la marge de manœuvre pour pouvoir prendre les risques, pour pouvoir identifier des personnes un petit peu originales. Vous savez, si on lui avait demandé tous ces papiers scientifiques, François Jacob ne serait jamais rentré à l'Institut Pasteur en 1947. Il y a un besoin de sentir dans les gens quelque chose de différent. Et ça demande du temps, ça demande des choses qu'on n'offre pas à l'heure actuelle. Et on peut reparler du financement de la recherche. Les éléments, les paramètres sont un peu les mêmes. Je ne vais pas tarder à repasser la parole à Catherine, qui pourra ainsi présenter Agnès Renard, parce que c'est une excellente transition. Là, on parlait de la visibilité de la science. Il me semble quand même si ça nous a parfois un peu agacé, mais que plus de 60 millions de Français savent ce que c'est qu'un test PCR, et qu'il y a quand même un certain nombre de notions qu'on avait, mais que tout le monde s'est approprié et sur laquelle chacun avait un avis, ce que je trouve plutôt positif au final. Donc je ne sais pas si cette crise sera l'opportunité de développer plein de petits scientifiques en herbe qui auront envie de trouver à l'instar du professeur Sahel, de faire de la recherche sur des pathologies dont les besoins médicaux ne sont pas encore couverts. Mais justement, ce lien qu'on voulait faire ce soir et qui rend cette soirée exceptionnelle, c'est qu'on est avec deux scientifiques de haut niveau, mais il y a parmi nous une personnalité exceptionnelle qui, elle, essaye justement de faire le lien avec le grand public. Alors Catherine, je te laisse la lourde tâche de biographie pour toi, te présenter Agnès Renard. Oui, Agnès, vous êtes spécialiste des questions de recherche et d'innovation en santé. Et vous avez donc créé cette association S3 Odéon il y a 7 ans maintenant, qui est là pour aider à développer la connaissance scientifique et médicale du grand public.
Alors, ça veut dire, S3Odéon, ça veut dire science, santé, société. Mais avant cela, vous aviez notamment dirigé le LIR, qui est un think tank français de 18 gros groupes internationaux de recherche. Et puis, donc, vous avez monté cette association et vous êtes, depuis décembre dernier, membre d'Onocea à la CIP. Alors, vous avez un rôle vraiment très important et ce que vous faites est magnifique. Hein. Nous, on a regardé plein de choses, on vous suit depuis le début. Donc, vous êtes vraiment là pour démocratiser l'accès à la science, on va dire. Mais du coup, d'où ça vous est venu, ça? D'où c'est parti? Alors, l'idée est venue de deux constats qui ont été cités par Philippe Sansonetti et par José Alain Sahel, qui est en fait qu'il y a une asymétrie en fait, d'information entre tout l'engouement, l'enthousiasme, l'état d'esprit, on va dire l'esprit compétitif représenté par les acteurs de la recherche, qu'ils soient dans le public et dans le privé. Et puis malheureusement, il y a une défiance du grand public. Alors, on l'a vu s'exprimer de manière beaucoup plus claire dans le cadre du Covid, mais cette défiance, elle n'a fait que croître pour laisser, au fur et à mesure des années, de plus en plus de place à ce qu'on appelle communément l'opinion. Or, la science, ça n'est pas l'opinion. La science, c'est le partage de la connaissance et c'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi à comment, finalement, rendre accessible une information, les évolutions de la recherche, parce qu'il y a une explosion des innovations, et de le rendre accessible de manière positive. Donc l'idée de créer cette association Sciences, Santé, Société, eh bien, c'était d'abord de rendre accessible avec une nouvelle forme de communication qui est la narration, puisque Sciences, Santé, Société, ça consiste à donner la parole à des scientifiques pour pouvoir partager les évolutions, les progrès de la médecine, que ce soit évidemment les progrès de la recherche biomédicale, mais ses implications dans la santé et ses implications dans la société. Alors à quoi ça sert? Nous, on pense que penser le futur de la santé de manière positive, à travers une réflexion participative, eh bien, c'est essentiel d'abord, et ça peut nous permettre en fait d'inventer un nouvel écosystème dans lequel on va remettre le citoyen au cœur du dispositif. Et ça, c'est très important parce que je disais toujours au début des S3Odéon que moi, mon rêve, ce serait que les chercheurs soient aussi célèbres et connus que les footballeurs. On en est encore très très loin. Mais démocratiser et aussi bien payer, démocratiser la recherche biomédicale, c'est compliqué parce que effectivement, soit vous proposez aux étudiants de lire des pavés entiers, des livres entiers. Donc cette nouvelle forme de communication, elle permet de rendre accessible ces progrès, et elle permet aussi de dire, et c'est très important, c'est de mettre la réalité et l'avenir scientifique de la santé à portée de main. Et José Alain Sahel l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça n'est pas d'asséner des vérités, parce que la science, c'est pas une vérité, c'est une réalité scientifique à un moment donné. Donc les scientifiques, qu'ils soient des sciences dures ou qu'ils soient des sciences humaines et sociales qui s'expriment à S3Odéon, ils viennent simplement partager la recherche qu'ils mènent à un moment donné ou qu'ils ont menée pendant différentes années et nous faire part de leurs résultats. Ça, c'est ça la réalité scientifique et c'est celle-là qu'il convient de partager avec le grand public. Ça permet d'aiguiser l'esprit critique et c'est très important. Ça permet au grand public de s'approprier les progrès, et ça permet au grand public de savoir aussi et de pouvoir partager avec les scientifiques ce que l'on sait et ce qu'on ne sait pas en fait. Et ça c'est très important puisqu'en fait dans la science il y a le doute. Et ça c'est quelque chose qui est une notion qui passe difficilement auprès du grand public. Donc la science c'est rendre compte de l'état des connaissances à un moment donné. Cet état des connaissances c'est
bien, c'est la réalité scientifique, de donner l'implication sur sa santé et puis sur la société. Par exemple, si on dit, eh bien, on peut faire des bébés à la carte, eh bien, comment pouvons-nous aujourd'hui faire des bébés à la carte? Et si on peut faire un bébé à la carte, eh bien, alors toutes les jeunes femmes pourraient décider d'avoir des petits blonds, uniquement des petits blonds aux yeux bleus. Mais si la majorité des jeunes parents décident d'avoir uniquement des blonds et aux yeux bleus, il va y avoir un petit problème dans notre société. C'est un exemple un peu caricatural, on va dire. Mais il y a une explosion des innovations dans le domaine biomédical qu'il convient de porter à la connaissance du grand public afin de sortir de l'entre-soi. Moi qui ai travaillé pendant de nombreuses années dans l'industrie pharmaceutique et qui connaît un peu l'écosystème de la recherche biomédicale en France notamment, on voit bien que en fait, tout le monde est en silo et qu'il faut relier science, santé avec société. On est heureux, Agnès Renard, de vous avoir comme membre de notre conseil d'administration depuis le mois de décembre, parce que effectivement, le patient est clé aussi à la cible santé, mais la société, le grand public. Donc on a commencé par cette commission junior parce qu'on voulait pouvoir embarquer les jeunes dans ces parcours scientifiques et dans tout ce qui pouvait être mis en place au sein des industries de santé. Mais c'est vrai que le patient se doit d'être présent, que le grand public se doit d'être présent, puisque effectivement ce qui peut nous être reproché, c'est cet entre-soi ou ces publications très scientifiques ou ce monde en fait qui est un peu en vase clos et ne communique pas beaucoup. Donc j'ai bien noté ce que disait José Alain Sahel, c'est aussi une question de mindset. Vous nous avez indiqué que ça avait été un voyage triste et qu'Agnès Audier, qu'on a eu l'honneur de recevoir 2 fois à la cible santé, personnalité qualifiée du CSIS et qui maintenant est membre du comité de pilotage, avait dit que vous aviez effectué un triste voyage. Alors ça paraît étonnant quand on vous connaît, José Alain Sahel, d'envisager de partager un triste voyage avec vous. Mais alors, est-ce que, puisque vous avez présenté votre rapport au président de la République, est-ce que vous pensez que le voyage sera désormais moins triste et que ça a été entendu ? Et à l'horizon 2030, que préconisez-vous pour faire de la France, parce que nous, on en rêve à la cible santé, un champion mondial de la recherche clinique ? Alors, je ne sais pas quelle va être la ligne d'arrivée. Ce que je sais, c'est qu'il y a une marge de progression qui est considérable. Pourquoi le voyage était triste? Parce que les interlocuteurs et interlocutrices que nous avons rencontrés étaient plus préoccupés de leurs prérogatives et de leur domaine d'intervention et de leur domaine de leadership que de la complémentarité qu'ils pouvaient avoir avec les autres. Et ce qui a amené à la coexistence de redondances multiples, en fait, de prise en charge de la même chose par des entités très diverses. La recherche clinique c'en est un exemple avec les CHU, les facultés de médecine, l'INSERM, par exemple, et on pourrait ajouter la liste, on pourrait rallonger la liste qui se dispute, en fait, le leadership par rapport à ça. Et la même chose sur... on est un des seuls pays où les universités ne sont pas au cœur du système en fait, de recherche et d'innovation. Et donc, et ce n'est pas simplement parce qu'il faut donner au président de l'université le leadership, c'est simplement qu'il faut faire en sorte qu'à un moment donné, on rapproche l'enseignement, les étudiants, et puis qu'il y ait un seul pilote. Aujourd'hui, un institut comme l'Institut de la Vision, quand j'en étais le directeur jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on rapportait à 4 tutelles différentes. Et qui sont soi-disant obligés, depuis la loi de Mme Pécresse, d'avoir un seul mandataire, mais ça ne fonctionnait absolument pas. C'est-à-dire que c'était à chaque fois, il faut quand même l'accord de tout le monde. Donc il y a un problème de ce niveau-là. Mais je ne veux pas rentrer dans ce type de détails, mais le voyage triste, c'était ça. C'est d'abord que tout le monde voulait tout faire et qu'il y avait des pans entiers que personne ne faisait. J'ai pris l'exemple des essais adaptatifs. La veille sanitaire, on a vu comme elle ne fonctionnait pas, elle n'a pas fonctionné, alors qu'on a un institut, on a santé publique, etc. On a vu que ça n'a pas été mis en place. Et je peux multiplier les exemples. Donc il y a eu, si vous voulez, un constat que les carences étaient énormes, que le crash qu'on venait, on était encore en plein milieu de ça. Et moi, si vous voulez, tous les jours, ça m'a fait lever à 4 heures du matin pendant 6 mois, tous les matins, parce qu'avec la distance, et donc peut-être c'était mon état d'esprit à cette heure-là de la journée, mais c'était quand même aussi de passer ce temps-là à discuter avec des gens qui vous expliquaient qu'ils faisaient tout très bien, que ça allait très bien, et que c'était à cause des autres qu'on n'avait pas fait ça ou ça. Je caricature, mais pas tout à fait. Et en même temps, quand certaines questions étaient posées,
personne n'avait vraiment la réponse puisque c'était pas d'eux que ça relevait. C'est-à-dire que c'était à la fois on veut tout faire, en même temps pas ça. Et ça, c'était quelque chose qui est... moi, j'ai l'impression qu'en tant que médecin, quand je vois un patient, je me sens responsable. Et si je ne suis pas capable de le soigner, je ne suis pas fier de moi. Et là, on avait l'impression que ça ne marchait pas très bien, que les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes, et que finalement, c'était pas vraiment un problème, puisque c'était pas vraiment la faute de tel ou tel ministère ou de tel autre, ou de telle entité, telle agence. Et alors, le nombre d'entités, les paysages qui ont été tracés, les algorithmes et les diagrammes de décision ou de non-décision plutôt qui existent, c'est colossal. Enfin, quand vous voulez représenter le processus de soi-disant innovation qui est là, c'est sidérant de voir à quel point ça peut encore fonctionner. Même comment il est encore possible de faire quelque chose dans un système aussi complexifié à l'envi, et où à chaque fois qu'on constate que c'est complexe, on rajoute une couche de complexité supplémentaire. Je prends toujours l'image d'un édifice branlant. Soit vous revoyez les fondations et vous vous demandez pourquoi il est branlant, soit vous mettez un échafaudage, et puis quand vous en avez deux, vous mettez un autre échafaudage pour faire tenir ensemble les deux, et puis à un moment donné, vous avez que des échafaudages, et puis vous n'avez plus aucun édifice. Et c'est un peu le constat qui a été fait. Alors, on a pu plaider en faveur de tout ça. On a eu l'impression d'être entendu par un certain nombre d'interlocuteurs. Donc ça, c'était peut-être l'aspect d'avoir eu l'impression d'avoir au moins été entendu sur certains points. Il y a des mesures qui ont été annoncées, il y a un suivi qui a été mis en place, il y a un comité dont Agnès fait partie qui a l'air de vouloir faire un certain nombre de choses. Il y a tellement à faire que je pense que ça sera très insuffisant. En plus, on est dans une période électorale, donc on ne sait pas très bien ce qui va se passer après. Mais c'était un constat. Je savais du terrain à quel point les choses étaient peu satisfaisantes, mais d'avoir eu l'occasion de parler à autant d'interlocuteurs, ça m'a fait comprendre à quel point, en fait, de mieux comprendre pourquoi on en était là. Bon, c'est éloquent. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup suivi. Philippe Sansonetti, vous vouliez commenter? Non, mais c'est pour rebondir en fait sur ce que José vient de dire très très bien en fait sur la base de son expérience. Moi, bon, encore une fois, j'insiste sur comme lui d'ailleurs manifestement, mon amour du modèle des universités. Je veux dire, on a alors je suis peut-être méchant et pas suffisamment compétent dans ce qui concerne les décisions politiques, mais on a cette maladie des agences en France. C'est-à-dire que dès qu'il y a un sujet, on crée une agence, mais généralement, de préférence, on l'isole bien pour être sûr qu'elle fonctionne en circuit fermé et sans interface particulière. Alors là, la question des maladies émergentes, on a vu en décembre ce que nous a proposé le gouvernement, c'est une agence d'innovation de la santé. C'est encore une agence. Alors que le problème, si on l'analyse, il est systémique. C'est l'ensemble du système d'éducation, de recherche qui doit être revu et redynamisé et orienté. José a parlé de Santé publique France. Santé publique France, c'est une agence. On l'a isolée à Saint-Maurice. Alors que Santé publique France, et on a vu à quel point le système anglais avait été performant parce qu'il est justement basé sur des réseaux académiques, aurait besoin d'être au sein d'une université avec autour d'elle des mathématiciens, des physiciens, des biologistes, des statisticiens. Je ne comprends pas que des choses aussi évidentes. On parle, là je prêche pour ma paroisse si je puis dire, mais dans ces maladies infectieuses émergentes, de ce concept une seule santé, One Health. Qu'est-ce que ça veut dire une seule santé? Ça veut dire que au fond, on partage avec les animaux et même avec les plantes un même écosystème. Donc nos problèmes de santé, c'est les mêmes. C'est pas toujours exactement les mêmes microbes, c'est pas toujours les mêmes problèmes, mais globalement, on est dans le même sphère, dans le même écosystème. Qu'est-ce qu'on voit en France? On voit la nécessité, bien entendu, d'avoir des doubles cursus, vétérinaires et médicaux, médecine humaine. On a une école renommée de vétérinaires de Maison Alfort qui est isolée, qui dépend du ministère de l'Agriculture. On a des facultés de médecine qui dépendent du ministère de la Santé, éventuellement bien sûr du ministère de l'Éducation supérieure de la Recherche. Mais on a systématiquement des silos et on n'arrive pas véritablement à créer et à faire vivre ces concepts
multidisciplinaire et intégratif, parce que on a un système qui favorise l'isolement par définition, et des réflexes politiques qui consistent à essayer de traiter, c'est un peu des cautères sur une jambe de bois, il y a un problème qui ne va pas, on crée une agence. On met des fonds qui sont probablement insuffisants de toute façon, mais on a fait ce qu'il fallait et puis les successeurs verront. Et je pense que, moi je suis inquiet quand même, parce que ce voyage triste de José, il m'interpelle, parce qu'il en dit très très long sur le travail qui reste à faire si on veut redresser tout ça. Je pense qu'il est effectivement, je partage le constat, on a entendu ça depuis 2 ans, qu'on organise des conférences soit à distance, soit en mode hybride. Il me semble, mais c'est un point de vue personnel et probablement partagé par les membres du conseil d'administration de la CIP, il y a 2 ans, on aurait dû disparaître puisque nous n'organisions que des événements présentiels. Nous étions l'association des cadres de l'industrie pharmaceutique, centrée sur le médicament. On a décidé de devenir l'association des cadres des industries de santé. Il y a maintenant dans notre conseil d'administration une vétérinaire qui est présente dans cette salle, une ingénieure agronome qui nous suit à distance, une économiste, Agnès Renard qui représente le grand public. Et on est arrivé sur les réseaux sociaux et on a continué à faire ce qu'on faisait avant. On est 8000 aujourd'hui. Donc il me semble quand même que ces cadres des industries de santé qui font partie de compagnies d'assurance, de l'industrie pharma, du medical device, ils appellent ça de leur vœu. Donc effectivement, le voyage a certainement été triste, c'est ce qu'on a entendu, mais il me semble en tout cas que nous, on est dans un état d'esprit positif et que finalement, si on a réussi à fédérer, parce que des associations, il y en a plein, qui ont périclité, c'est que probablement, en tout cas, il y a une forme de sursaut que ce crash test, comme vous l'appelez, nous a permis, mais c'est vrai, c'est exactement le terme, de nous rendre compte ou de prendre conscience d'un déclassement qu'on ne voyait peut-être pas de manière aussi flagrante. Mais il me semble quand même qu'il y a une forme de sursaut, en tout cas, des cadres qui nous suivent. Et nous, on est en tout cas très heureux ce soir d'être à l'Institut de la Vision et de pouvoir partager, en tout cas, autour de ce constat, mais comme on l'a dit au départ, de se placer dans la recherche de solutions, la proposition de tout ce qui pourrait contribuer à nous reclasser et finalement à revenir, enfin pas 30 ans en arrière, mais à se dire que à l'horizon 2030, ce soit un peu plus positif. Professeur Sahel, vous nous disiez... Ah pardon, allez-y. Non, mais en fait, si je peux me permettre, le voyage, il était triste, mais il s'est déroulé dans un contexte très particulier. C'est que personne ne pouvait nous dire que ça allait très bien. Après, avec ce qui était en train de se passer au niveau de la pandémie, plus personne ne pouvait nous expliquer que ça marchait. Et donc, ça nous a fait gagner beaucoup de temps dans la discussion parce qu'il y avait à plein de niveaux un constat de carence absolument patent, qui n'est pas spécifique à la France pour certains domaines. On ne peut pas dire que beaucoup de pays aient vraiment été parfaits par rapport à ça, mais en attendant un certain nombre des dysfonctionnements, et l'exemple des essais adaptatifs en est un exemple flagrant de la comparaison avec l'Angleterre, ça nous a permis du coup de proposer des solutions, parce que l'objectif du voyage, c'était pas de s'attrister. Moi, je déteste ça, la tristesse, vraiment, c'est pas du tout mon... mais c'était vraiment de pouvoir dire comment rebondir et de proposer des solutions, et du coup d'avoir quand même eu l'occasion d'avoir des interlocuteurs qui avaient envie d'entendre, peut-être qu'ils n'avaient pas le choix, qui se rendaient compte qu'il n'y avait plus le choix, qu'on est déjà dans le mur. C'était plus une question de dans combien de temps allons-nous percuter, c'était fait déjà. Et donc à partir de ce moment-là, ce voyage triste, peut-être qu'il a ouvert quelques perspectives. Enfin, c'est au moins l'espoir qu'on a pu avoir. Les membres avec qui on a travaillé avaient ce sentiment d'avoir peut-être pu contribuer à quelque chose. Au départ, moi, j'avais pas envie de le faire du tout, mais je me suis dit, on peut pas refuser quand on vous demande et en même temps protester quand on n'a pas la voix au chapitre, puisque la parole des scientifiques est assez peu entendue. Donc, quand on vous demande votre avis, il vaut mieux le donner. C'est l'occasion jamais. C'est ce que nous avons fait. Vous vouliez me poser une question, je suis désolé. Oui, vous nous aviez dit tout à l'heure que l'Institut de la Vision, en France, c'était des tutelles. Là, vous étiez vous rapportiez vous aviez 4 tutelles. Est-ce qu'aux États-Unis, vous qui avez cette expérience des États-Unis ou d'autres pays, il y a ce même système de tutelle où il y a un seul pilote, c'est un seul décisionnaire? Comment ça fonctionne? Alors, le système, il est beaucoup plus centré sur les universités. Et là où je suis, la particularité, c'est que les universités ont même pris le contrôle des hôpitaux, puisque la particularité à Pittsburgh, c'est que l'université de Pittsburgh a décidé de créer son propre système hospitalier, sa propre assurance de santé, son propre fonds d'investissement. Donc, c'est complètement piloté par l'université. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est un principe de réalité, c'est que quand vous créez une entité qui ne sert à rien, elle disparaît. Il y a une espèce de darwinisme, je ne veux pas répéter ce terme qui a énervé énormément de gens
quand le président du CNRS l'a employé, donc je ne vais pas le redonner dans ce contexte, mais ce qui ne marche pas finit par disparaître. Est-ce que nous, on a une capacité à maintenir en survie artificielle des entités multiples qui n'ont plus qu'une raison d'être, si jamais elles en ont eu une à un moment donné? Là, c'est quelque chose qui n'existe pas. Par contre, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de bureaucratie, qu'il n'y a pas une prolifération, en particulier légale, considérable. Mais c'est vrai qu'il y a un principe d'efficacité. Si quelque chose ne marche pas, moi, quand je vois quelque chose ne marche pas dans mon service, ou quand je vois quelque chose ne marche pas dans mon département, je peux immédiatement, et je ne me prive pas de le faire, dire ça ne va pas, et ça interpelle. Et donc, on essaie de proposer des solutions et d'être entendu. Ce que j'ai toujours demandé, en fait, de façon répétée, c'est qu'on nous laisse travailler. En fait, ce que j'ai toujours demandé, c'est que notre énergie soit consacrée à répondre, à travailler sur les questions scientifiques, les questions médicales que nous nous posons, et pas à résoudre des problèmes de complexité administrative ou des problèmes de dédale, de paperasse. Et donc, on crée les conditions où la créativité ne soit pas entravée. Alors, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais il y a vraiment des marges de progression qui sont importantes. Donc, c'est en fait que plutôt que d'être sous tutelle, je déteste ce mot de tutelle, puisque ça veut dire que vous êtes irresponsable quand vous êtes sous tutelle, ça soit plutôt un appui, qu'on puisse se tourner vers notre université. Bon, Sorbonne, c'est une université extrêmement interdisciplinaire. On peut trouver toutes les compétences possibles et imaginables et qu'on puisse justement vivre dans un environnement plus large et bénéficier de cet effet autour. Plutôt que d'avoir des gens autour de vous qui vous disent ce qu'il faut faire. Je crois qu'on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas ceux qui sont au-dessus de nous qui vont nous dire comment on va traiter telle ou telle maladie. Donc c'est à nous de se poser ces questions, mais de trouver un environnement qui nous permette de faire grandir les questions. Merci beaucoup, Catherine. Oui, mais en complément de ces priorités, enfin des actions qu'on peut mener sur un plan, on va dire, organisationnel, vous avez parlé, professeur Sansonetti, de sujets qui sont en déshérence. Et alors, en termes de thématiques de recherche, de domaines thérapeutiques, quelles seraient les priorités, selon vous, où on a vraiment... Alors, on a vu qu'on était relativement fort en France en oncologie, mais du coup, à quel endroit est-ce qu'on est vraiment très, très derrière? Bon, je sais pas, en termes de thématiques, disons, définies par des disciplines médicales, je pense qu'on ne peut pas faire de bilan, c'est quand même très très compliqué. Moi, je pense que là où on est relativement en retard, où on a pris du retard récemment, c'est sur des approches qui sont transversales à ces différentes disciplines. Je prendrai un exemple qui est celui par exemple de la biologie structurale, qui est devenu un outil, c'est pas très joli de le dire comme ça, essentiel pour l'innovation thérapeutique, parce que la biologie s'en est mêlée, on a des récepteurs, et il faut trouver des ligands, et donc il faut modéliser l'interface entre cette molécule qui va agir comme agoniste ou antagoniste du récepteur. Et donc se sont développées très rapidement ces dernières années des nouvelles approches. Parce que la biologie structurale, c'est très compliqué. Puis il y a beaucoup d'échecs. On ne peut pas toujours avoir des bons cristaux. C'est difficile d'avoir une structure et parfois la résolution n'est pas bonne. Or, se sont développées ces dernières années des techniques comme ce qu'on appelle la cryomicroscopie électronique, tomographique, qui permettent d'approcher quasiment la résolution en nombre d'angström de la biologie structurale classique. On est très en retard. Les Allemands ont 8 machines ou plus, avec même un institut maintenant dans le nord, près de Hambourg, alors que nous, on en a un à l'Institut Pasteur et je ne sais pas où. Donc, et ça, c'est devenu essentiel. Tout ce qui est chimie thérapeutique, on a été... au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, on a été les leaders en chimie thérapeutique. La production en France de molécules nouvelles avec une véritable pertinence médicale, ça a commencé avec les sulfamides, avec les anti-inflammatoires. On a été extrêmement productifs parce qu'on avait aussi de très bons chimistes intéressés à cette variante de la chimie qui est la chimie thérapeutique. D'ailleurs, le bâtiment dans lequel j'ai travaillé pendant des années à l'Institut Pasteur avait été construit en 1900 et sur le fronton, il est écrit chimie biologique. C'était un concept novateur quand même, en 1900, chimie biologique.
On a perdu ces traditions-là. Et du coup, on a pris, je pense, beaucoup de retard dans le développement thérapeutique, en tout cas au niveau académique et dans l'articulation avec ce qui peut se faire ensuite avec les biotech et les grandes compagnies pharmaceutiques. Et on y perd de la crédibilité. Les grands industriels français du médicament ou le grand industriel du médicament, il va faire son marché essentiellement à l'étranger et de moins en moins en France. Les dernières grandes molécules, le tamoxifène, le taxoderme, tout ça, ça date de 30 ans maintenant. Donc, je ne veux pas être non plus trop pessimiste, mais moi aussi, je le fais mon voyage triste. Hein. Et c'est écrire Bonjour Tristesse avec José. Non, il y a un problème. Mais je pense que le problème, il est plus transversal. Alors il y a peut-être, effectivement, je parlais de la psychiatrie de façon un peu provocatrice, mais c'est vrai qu'on a un problème avec la psychiatrie, en particulier moléculaire et fondamentale, en France, alors qu'on a été une grande école de psychiatrie au fil des décennies. Donc je trouve qu'on s'est un peu laissé aller dans beaucoup de choses, et bon, on peut en identifier, mais encore une fois, pour moi, par exemple, la biologie structurale et ces nouvelles approches est un élément essentiel. Merci Philippe Sansonetti. Je rappellerai à tous nos auditeurs qu'ils peuvent nous faire parvenir leurs questions via Slido. On en a déjà reçu un certain nombre et quelqu'un est interpellé par ce que vous venez de dire. Philippe Sansonetti, quelle place de la France pour les biothérapies? On a des atouts pour la thérapie cellulaire et les anticorps thérapeutiques. Ah oui, non, je pense que malheureusement, je ne voudrais pas qu'on sorte de cette réunion avec une espèce de déprime dramatique. C'est pas notre genre. Non, mais on est venu plus pour parler, je pensais qu'on était plus pour parler de problèmes structurels véritablement. Je pense qu'on pourrait effectivement, si on arrivait à éliminer tous ces obstacles, tous ces problèmes structurels, être extrêmement performant. Et je veux dire, si je prends un exemple géographiquement pas si loin que ça, qui est la génétique humaine telle qu'elle s'est développée sur le site de l'hôpital Necker avec l'Institut Imagine, et il y a d'autres exemples en France par ailleurs. On est là, exactement, c'est un peu comme l'Institut de la Vision, on est devant quelque chose de visible, avec une vraie thématique, avec des interfaces, avec un système de recherche et d'hôpital qui fonctionne bien en va-et-vient, l'un alimente l'autre en permanence, et avec, bien entendu, la thérapie génique et la thérapie cellulaire qui va avec. Donc, bien sûr, quand et moi je me dis toujours, si demain on pouvait, et c'est encore une affaire de silo, associer Necker, Imagine et l'Institut Pasteur, on a Harvard sans problème. Bon, peut-être pas tout à fait le compte en banque d'Harvard, mais on aurait, mais c'est difficile, mais il y a des identités, on a cette difficulté, comme c'était dit, à s'associer, à être synergique, on campe sur nos positions, on a peur. En fait, je pense là, on a peur en France. On a peur des autres parce qu'ils vont vous prendre votre sujet, parce qu'il faut sortir de ça, on n'y arrivera pas sinon. Donc bien sûr qu'il y a des endroits très forts, mais encore une fois, il faut en tirer les conséquences. Pourquoi c'est aussi visible et pourquoi ça marche si bien et pourquoi ça attire des étrangers et ainsi de suite. Il y a des leçons là. C'est vrai que l'Institut Imagine, nos adhérents connaissent bien puisque nous sommes partenaires de l'Institut Imagine, où nous avons organisé une soirée. Et c'est vrai que structurellement, déjà le lieu qui permet à des petits patients d'être au milieu, il y a la recherche, il y a Necker, donc il y a les scientifiques, les patients, ça fait sens. Ici aussi, il me semble qu'on est dans un IHU, et c'est ces modèles qui permettent d'avoir le chercheur, nous on avait appelé notre soirée From Bench to Bed, mais c'est vrai que d'être au pied du lit du malade et de permettre ces allers-retours, en fait, cette médecine transactionnelle, il y a des modèles effectivement qui sont plus favorables à ça. Effectivement, là, on est ici, ceux qui sont à distance, on est à l'Institut de la Vision, mais vous regardez par la fenêtre et il y a les 15-20. Donc c'est sûr que ça favorise d'être près des patients. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important pour le professeur Sahel. Rien ne se fait à distance des patients, il me semble. Oui, je pense que les patients, c'est ce qui alimente toute l'appétence et la soif profonde pour comprendre, pour aller plus loin. Donc d'avoir un thème intégrateur comme la vision, comme on peut l'éditer, c'est extrêmement important. En même temps, il faut pouvoir faire coexister des scientifiques qui aient une liberté totale d'approfondir les questions comme ils le veulent, qui simplement acceptent
de travailler ensemble, acceptent qu'ils ne vont pas rester dans leur pur domaine, qu'ils vont vouloir faire voyager la question entre plusieurs disciplines, entre plusieurs techniques. Philippe parlait de la biologie structurale. Aujourd'hui, il y a des techniques qui sont transversales à des champs thématiques. Et donc, ce qu'on a essayé de faire à l'Institut de la Vision, c'est en fait d'avoir des gens qui soient aussi ambitieux pour leur science que possible, mais qui acceptent cet enjeu commun d'essayer de mieux comprendre pourquoi nous voyons et pourquoi nous perdons la vision, et d'essayer de comprendre comment on pourrait éventuellement pallier certaines de ces situations-là. Ça va jusqu'à la prise en charge du handicap, de développer des approches scientifiques. On a parlé des sciences humaines, de la dépendance, des approches qui soient aussi scientifiques, aussi méthodiques que ce que possible par rapport à cela. Et donc ça implique vraiment des champs disciplinaires très vastes, et je ne pense pas qu'on puisse avoir une vision programmatique de ça. Il faut une grande liberté. Vous ne pouvez pas avoir des gens très intelligents à qui vous dites ce qu'ils vont faire le matin en arrivant. Il faut qu'ils aient cette créativité, cette curiosité. Mais il faut aussi qu'ils acceptent que la science, c'est ce qu'a dit Philippe par rapport à la devise de l'Académie américaine des sciences, c'est qu'il y a un enjeu social de la science qui ne doit pas piloter la pensée, qui ne doit pas la contrôler, mais qui est dans l'horizon de ce que nous faisons, qui est en fait un élargissement et aussi simplement une forme d'altruisme. C'est que c'est pas l'art pour l'art, c'est que c'est ça, mais c'est aussi quelque chose qui va avoir un impact sur la vie de nos concitoyens. Et donc, je pense que c'est ça qu'on essaie de faire autour d'un thème, et c'est l'avantage des IHU, ce concept en fait d'intégration sur un site hospitalier de la recherche. S'il ne conduit pas à une vision court-termiste avec remplacer la recherche par l'innovation, c'est-à-dire cette idée qu'il faut arriver à des produits le plus rapidement possible, c'est ça qui donne une balistique qui éventuellement va arriver à des résultats, peut-être pas demain, mais après-demain, avec beaucoup plus de chances de réussite que si on veut aller très vite et où finalement on ne va nulle part. Effectivement, exercer un métier qui fait sens et dont on peut constater tous les jours en recevant ces patients en consultation qu'il y a un sens, c'est sûr que c'est la noblesse aussi de ces métiers. Et pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux jeunes, moi quand je vais sur les campus américains, vous voyez beaucoup de Français qui sont venus faire un post-doctorat, des ingénieurs qui ont fait leur dernière année. Beaucoup disent, je ne sais pas comment revenir, je ne sais pas comment je vais réussir à trouver ma place, s'ils ne font pas de la finance ou s'ils ne font pas des choses extrêmement lucratives, ils ne savent pas très bien comment revenir. Il y en a beaucoup qui restent pour cette raison-là. Donc des lieux comme ça leur donne un endroit où ils peuvent s'identifier à quelque chose, à condition qu'on leur donne ce qu'on appelle un package, c'est-à-dire qu'on leur donne les moyens quand ils arrivent de ne pas perdre de temps, d'être tout de suite efficace, de ne pas passer 2 ans à chercher comment avoir leur premier grant, leur premier soutien, de façon à ce que leur enthousiasme, leur créativité, ces années extrêmement précieuses, puissent tout de suite être mis à profit d'une manière générale. Donc c'est ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est d'essayer d'attirer, il y a plus de 25 nationalités à l'Institut de la Vision, et c'est d'essayer d'attirer les gens ou qui viennent spontanément, mais à condition de créer un terreau, un lieu où ils puissent se développer le plus facilement possible. Quand on parlait tout à l'heure des découvertes, Philippe Sansonetti en France, j'ai une question, parce qu'à la lumière de ce que j'appelle une saga, parce qu'on en a suivi économiquement, parce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure aussi qu'on a un doyen de la Sorbonne qui est membre du conseil d'administration de la CIP et qui est financier et que ça a beaucoup intéressé puisqu'il n'est pas scientifique, ça a été la saga financière et de BioNTech. Et c'est vrai que ce vaccin, c'est Pfizer-BioNTech. Est-ce que vous pensez qu'il est encore d'actualité d'effectuer des comparaisons pays par pays? Est-ce que vous pensez qu'un pays peut encore seul découvrir, développer, ou finalement on va vers un modèle qui se doit... En fait, on se doit de développer avec nos alliés quelque part, ou avec des alliés. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux, mais il y a un moment où quand même la découverte scientifique fondamentale, elle est liée à une personne, à un chercheur. Alors ça peut être 2 ou 3 chercheurs qui trouvent à peu près en même temps et ils auront le prix Nobel ensemble. Mais il y a un travail de fond qui quand même ressort du talent, de l'imagination, de la créativité d'une personne. Ça, c'est indiscutable. Alors, on peut reprendre la saga au début quand même. L'ARN messager, c'est un travail phénoménal de génétique moléculaire qui a été commencé à l'Institut Pasteur. Et c'est dommage, je pourrais vous montrer la diapositive où il y avait encore dans cette revue en 1964, entre le gène et la protéine, il y avait un point d'interrogation avec un petit gris-gris comme ça, on ne savait même pas si c'était une protéine ou un acide nucléique.
Et c'est le travail de ces gens-là. Alors à l'époque, c'était très franco-américain, effectivement, en particulier François Gros, qui est décédé il y a quelques semaines, qui ont découvert l'ARN messager. Donc il faut encore, je veux dire, au-delà de l'interface médicale, scientifique, il faut quand même aussi se garder un jardin secret d'une recherche biologique fondamentale qui ne va pas nécessairement être motivé par la volonté de soigner. Il faut bien comprendre les processus biologiques et ce n'est pas toujours exactement le même métier. À partir de là, sur cet ARN messager, c'est former quelque chose, au-delà éventuellement de réguler l'expression ou non d'un ARN messager, c'est de s'en servir comme vecteur pour faire exprimer une protéine par quelqu'un, a priori plutôt avec BioNTech pour la thérapie personnalisée du cancer, et puis la capacité de le rebasculer d'un seul coup sur... Mais il ne faudrait pas non plus oublier le travail initial ultra fondamental qu'il faut absolument encourager et qui est souvent un travail personnel, hein, enfin bien sûr avec une équipe autour, mais on ne peut pas tout globaliser non plus. Après, le business, bien sûr, BioNTech, c'est une réalisation allemande, à l'évidence. Hein. C'est parti aux États-Unis parce qu'il y avait l'argent de Pfizer qui a permis de mettre tout ça. Bon, mais ça reste quand même une aventure, en tout cas intermédiaire, entre la découverte de l'ARN messager et le vaccin, qui est une aventure d'un pays quand même. Et pour revenir là-dessus, c'est aussi une illustration qu'on ne peut pas être complètement programmatique parce que ces découvertes-là, elles n'ont pas été faites dans le cadre d'un programme cadre où on avait décidé qu'on allait découvrir. Et ça, il y a plein d'exemples. On peut lister les exemples, ils sont multiples. CRISPR-Cas, les ARN interférents, l'ARN messager. On peut faire une liste colossale par rapport à ça. Même le laser, ces découvertes sont venues de scientifiques à qui on avait laissé la liberté de mettre à profit toute leur curiosité, toute leur intelligence. Et ça, il faut pouvoir le faire. Après, quand cette découverte peut avoir des applications, il faut trouver le terrain pour qu'elle puisse se développer et mettre en place les relais à la fois de recherche et d'innovation pour le faire. Mais l'aspect, moi, ça me fait toujours peur, en fait, quand on a les grandes priorités, parce que la plupart des choses se passent en fait en dehors de ces grandes priorités, ou alors par un effet collatéral, si vous voulez. Le plan cancer de Nixon a eu des retombées beaucoup plus tard qu'au moment où il pensait les avoir. Et c'était un peu, je dirais pas par hasard, mais c'était des effets latéraux de cela. On a une question qui va un peu dans ce sens-là. Vous y avez en partie répondu, mais qui est que dans la pandémie, est-ce que tous les freins que vous avez évoqués et la difficulté du système français a joué dans le fait qu'on n'ait pas de vaccin français qui soit arrivé, en tout cas dans les premiers? Oui, ça a été une affaire très compliqué et je dois avouer que c'est extrêmement difficile d'analyser un échec, disons, parce que c'est un phénomène multiparamétrique. Faut aussi voir l'urgence incroyable, c'est-à-dire de pouvoir fournir à un industriel qui va le développer en 3 ou 4 mois un vaccin candidat efficace sur des bases, sur des données précliniques avec des modèles animaux qui valent ce qu'ils valent pour un nouveau virus dont on ne sait pas très bien si au fond ces animaux répondent véritablement à la situation. Donc tout ça a été fait sous une pression du temps et d'urgence des industriels qui devaient faire le pari et développer leur structure de développement. En plus, c'était des nouveaux vaccins. Ce n'étaient pas des choses auxquelles ils étaient habitués et pour lesquelles ils avaient déjà les pipelines, si je puis dire, de production. Donc, je veux dire, il y a eu plus de 200 candidats vaccins. Si on veut être un petit peu positif et sortir de la tristesse par rapport à l'échec en particulier de mon institution, il y a eu plus de 200 vaccins et sur les 200 vaccins, il en sort là qui arrivent peu à peu sur le marché une grosse dizaine. Donc on ne peut pas non plus dire que ça... Donc ça, c'est le premier point. Et je pense que ce vaccin candidat Pasteur, il resterait valable, mais je pense qu'il a été pris par l'urgence, par le temps, ce qui montre probablement que notre plateforme n'était pas suffisamment prête. Et, voilà. Et puis après, il y a les moyens financiers. Or, j'ai vu notre persona Pasteur qui était en charge de l'interface
pleurer des difficultés, des complexités de s'associer avec l'industriel, de convaincre l'industriel, et puis ça finit par se faire, mais c'est extrêmement violent sur une période extrêmement courte. Donc oui, je pense que cet échec signe quelque chose. Il signe le fait qu'il faut encore plus que ce qu'on a déjà pour avoir des chances que ça marche. Alors c'est un peu vulgaire de le dire comme ça, mais c'est une réalité. Je pense qu'on n'était pas tout à fait au niveau. Les Anglais y étaient, même si leur vaccin finalement n'a pas séduit les foules. À l'arrivée, il va sûrement servir, en particulier dans des pays pauvres où il n'y a pas de problème de chaîne du froid, où il y a des problèmes de chaîne du froid et autres. Mais tout était prêt. Je veux dire, les vecteurs étaient prêts, les modèles animaux étaient prêts, la boîte pharmaceutique AstraZeneca était en face. Il y avait un tissu, un environnement, un écosystème, on dit maintenant à Oxford, qui fonctionnait depuis des années, alors que nous, on a laissé, globalement en France, la vaccinologie en déshérence, je le disais au début, depuis très longtemps, alors que ça a été notre fierté. On a des questions relatives, ça s'adresse probablement à la personnalité qualifiée du CSIS que vous avez été, professeur Sahel, sur les biobanques. Comment faciliter l'accès aux banques d'échantillons par les laboratoires publics et privés pour favoriser l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques et de nouveaux biomarqueurs? Est-ce que ça a été évoqué, ce type de questions lors du CSIS? Ça a été évoqué. En fait, c'est quelque chose qui est dans l'agenda depuis très longtemps, cet accès aux biobanques. En fait, ça soulève des problèmes de confidentialité, de gestion des données, et ça soulève une question de commercialisation du corps humain, en fait, de commercialisation des échantillons, qui sont pas un modèle économique très viable, en fait, et qui ont abouti à des échecs d'ailleurs. Alors, il y avait eu des investissements dans le cadre des investissements d'avenir, il y a eu pas mal d'efforts qui ont été faits. Comme souvent, malheureusement, ils sont dans le court terme, c'est-à-dire que c'est des investissements qui sont faits sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, alors que souvent, ce sont des stratégies qui sont beaucoup plus longues. Mais à mon avis, l'avenir des biobanques, c'est d'être complètement branché sur la prise en charge des patients, parce que si vous avez l'ensemble des informations médicales qui sont disponibles et que vous pouvez par exemple collecter des cellules IPS à partir du patient aux différents échantillons et que vous pouvez modéliser in vitro, si vous créez une continuité entre la prise en charge des patients et la génération des biobanques, vous n'avez pas un outil artificiel dans une espèce de métasphère complètement déconnectée des réalités cliniques qui finalement aura peu de pertinence. Alors la plupart des biobanques qui fonctionnent, elles fonctionnent sur un modèle de collection extrêmement efficace des échantillons, ce qui n'existe pas dans le pays. Il n'y a pas en fait de stimulation à aller recueillir les échantillons, y compris post-mortem. C'est ces associations de patients qui se sont battues pour que Alzheimer, etc., qu'il y ait un certain nombre d'outils qui soient développés. C'est pas venu de pouvoir public. Quand ça a été fait, ça a été dans une vision court terme. Donc ça a été un des éléments qui a été soulevé avec, encore une fois, une solution qui est plutôt systémique en essayant de brancher ça, plutôt que créer une nouvelle entité biobanque, c'est de l'intégrer dans le cadre de la prise en charge des patients, et donc à proximité des hôpitaux en particulier. Merci beaucoup. Peut-être Catherine, des questions? Oui, j'ai une question qui, je pense, peut s'adresser à Agnès sur le fait de... Le rôle dans l'éducation du grand public, est-ce que la science et le fait d'expliquer la science peut contribuer à aider à lutter contre le développement des sectes? Bon, je ne sais pas s'il existe des sectes en santé, mais en tout cas, la réponse, c'est le partage de la connaissance, le partage des connaissances. Donc, ce que nous essayons de faire, même si ce débat démocratique sur la santé qui nous aurait permis peut-être de mieux prévenir les crises n'aura pas lieu, eh bien, il faut l'organiser soi-même, en fait. L'organiser soi-même, ça veut dire écouter. Écouter, et à Estro Odéon, ce que nous faisons, c'est mettre la réalité scientifique sur ce qui est scientifiquement validé. Donc, ça répond à la question, c'est-à-dire que une des missions d'Estro Odéon, c'est de lutter contre ce qu'on a communément appelé les fake news. Ça, c'est très important parce que justement, il y a depuis quelques années, on va dire, pour répondre à cette question, on assiste à une montée de l'obscurantisme. Et ça veut dire qu'il faut absolument se rapprocher du grand public. Et là, c'est pas simplement mettre le patient au centre, parce que d'abord, on peut avoir été patient, on peut être patient, on sera peut-être demain patient, mais c'est de faire avec les citoyens. Et le « avec » est extrêmement important.
Donc à Estrodéon, ça sert justement à écouter, mais ça sert aussi à échanger, de sorte que finalement les uns et les autres puissent s'approprier un sujet et puis ensuite se faire eux-mêmes leur propre opinion. Et on a vu dans la crise du Covid, il y a eu beaucoup d'opinions fondées sur l'émotion, pas du tout sur la raison scientifique. Donc il faut lutter et il faut qu'on se mobilise. C'est aussi un message à envoyer à tous les acteurs, que ce soit de la recherche publique, privée. Et ce qui est fait ici ce soir, et Serge Picot en est la preuve, c'est d'ouvrir son IHU à des conférences comme les nôtres, parce que ce débat, il n'aura pas lieu dans le cadre de la présidentielle, et c'est à nous de l'organiser. Et voilà, donc à Estrodéon, on essaie de lutter aussi contre les fake news, contre les idées reçues, pour lutter contre ces opinions qui ne sont pas finalement les avis scientifiques. Alors les avis scientifiques, encore une fois, c'est pas de dire et d'asséner des vérités, mais on ne préjuge pas. Simplement, on donne à comprendre et on donne à réfléchir aux citoyens pour qu'ils puissent décider pour sa santé, pour la santé de ses proches, et qu'ils puissent contribuer à dessiner le futur de la santé et la société de demain. Justement, je pense que si je peux me permettre, tout à l'heure vous l'aviez dit, l'important c'est la fécondité du doute, c'est-à-dire que ce qui peut permettre de lutter contre l'esprit sectaire et ce qui est au cœur de la démarche scientifique, c'est d'avoir un doute qui construise un questionnement et d'essayer de tracer ce chemin qui est peut-être pas très bling-bling, qui est peut-être pas très attirant et qui donne l'impression d'être long et ennuyeux, mais en fait c'est le doute qui permet de lutter contre l'esprit sectaire. Et ce qui a manqué beaucoup, en particulier au début de la crise sanitaire, Philippe a été un des rares à formuler un raisonnement vraiment, mais on avait des gens qui venaient asséner des vérités alors qu'on savait encore rien ou pas grand-chose, et ça a contribué à décrédibiliser le discours scientifique, cette espèce d'affirmation itérative des gens qui venaient dire une chose et son contraire l'une après l'autre avec autant d'assurance, alors qu'au cœur de notre vie permanente, c'est le doute qui nous conduit à poser des questions et à élaborer un chemin. Donc je pense que le doute fécond, c'est la réponse à beaucoup de questions, et c'est une réponse malheureusement à chaque fois éphémère. En octobre 2020, on a organisé un webinaire retransmis depuis l'Institut de France, une édition spéciale Covid, ce que l'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et ce qui a le plus plu dans cette édition spéciale, c'est ce qu'on ne savait pas justement, et ce que les médias n'avaient absolument jamais organisé. Et il y a eu 15 000 personnes de connectées sans aucune promotion. Donc en fait, il y a beaucoup de méconnaissance, il y a beaucoup de montée d'obscurantisme. Il faut lutter contre cette méconnaissance en cultivant le doute. C'est vrai que c'est à cultiver, c'est le temps long, parce qu'effectivement, dans cette période qui était extrêmement anxiogène du début de la crise, finalement le premier, qui en plus était le patron d'un IHU, qui a été capable d'être assertif et d'affirmer quelque chose, a été très suivi. Alors, c'est un prof. Les autres experts et pseudo-experts qui se sont présentés sur les plateaux, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, alors je ne sais pas, professeur Sahel, si aux États-Unis, il y a eu le même phénomène, parce qu'on est peut-être plus formé dans les universités à prendre la parole en public. C'est pas quelque chose que les scientifiques vont faire. Un scientifique n'a pas vocation à aller sur un plateau télé. Et c'est vrai que face à la vague de désinformation, face à la vaccination, le professeur Fischer a été sollicité, a été amené à s'exprimer à plusieurs reprises. Mais je pense qu'on a attendu un certain temps. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a eu comment ils luttent contre ça, ces phénomènes? C'est particulier aux États-Unis parce que bon, la bêtise est très internationale, hein, c'est-à-dire la bêtise, les gens qui n'ont pas de doute, c'est souvent pas les plus intelligents, même si ça existe aussi parmi les gens intelligents. Non, le problème, c'est qu'on avait des gens comme Monsieur Fauci qui lui venait avec un discours où lui-même, il a évolué puisqu'il découvrait, comme tout le monde, des choses. Et ça, c'est quelqu'un d'extrêmement populaire aux États-Unis. C'est une particularité, c'est qu'il est devenu une star, en fait, sans le vouloir, parce que je ne pense pas que ça l'intéressait particulièrement, mais il a eu l'occasion de s'exprimer de façon répétée. Mais en même temps, vous avez une classe politique catastrophique en face de ça. La seule grande vertu de cette classe politique, c'est d'avoir mis l'argent massivement dans l'opération vaccin, qui a fait quand même la différence. Mais il y a une anthologie des âneries qui ont pu être dites par les politiques qui est imbattable en fait aux États-Unis par rapport à ça. Mais effectivement, le professeur Fauci a eu une audience considérable
Et ça s'est mis en place assez vite. En fait, les gens écoutaient à chaque fois qu'il y avait une annonce qu'il allait parler, les gens écoutaient et ça avait un impact. Et ça, on aurait souhaité avoir la même chose. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, il y a des personnalités qui ont envahi la scène très vite, avec des certitudes pas établies sur des faits ou sur des données et pas vérifiées. Malheureusement, ça a contribué à faire perdre beaucoup de temps. Et la bande passante s'est réduite progressivement. Mais c'est souvent quand même ceux qui ont des affirmations qui sont entendues. Je vais passer la parole à Catherine pour une dernière question. Oui. Vous savez qu'on a une commission junior et que pour nous, l'accompagnement des étudiants, c'est extrêmement important. Donc, dernière question qui leur est, je crois, dédiée. Voilà, exactement. Question d'un étudiant en pharmacie qui demande, face à ce constat plutôt sombre, que peuvent faire ces étudiants en pharmacie aujourd'hui, ou en médecine, j'imagine, pour changer les choses. Étudiants en pharmacie ou autres, hein, étudiants en général, je pense que l'avenir maintenant, il est dans leurs mains. Hein. Nous, on atteint des âges où, au fond, on n'est plus, ou de moins en moins, dans le circuit et dans les laboratoires. Je pense que ce qu'il faut qu'ils voient aussi sur le plan positif, c'est que la science, en dehors de quelques contraintes administratives et de programmation et autres, je pense que c'est un des derniers endroits de liberté totale. C'est le dernier endroit où on peut, sans être ennuyé, sans être critiqué, réussir ce qu'on a envie de faire. Et il suffit d'avoir de bonnes idées, il suffit de réfléchir, il suffit de regarder autour, il suffit de consulter, de se faire son avis, et après, on a les mains libres. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de métiers à l'heure actuelle qui permettent ou qui offrent ce degré de liberté. Elle s'est beaucoup restreinte dans beaucoup d'endroits. Donc, je crois qu'il faut qu'ils restent totalement optimistes parce qu'il y a aussi des vertus dans ce métier de scientifique qui sont extraordinaires. Et que de toute façon, on ne pourra pas faire l'économie d'améliorer cette situation. Sinon, on va... Donc non, l'avenir est dans leurs mains. En 3 secondes, engagez-vous dans Estro-Odéon, parce que Sciences, Santé, Société, ça tourne avec une 50aine d'étudiants, pas seulement des étudiants en santé, mais aussi de Sciences Po, HEC, Ulm. Et ils nous apportent des sujets, ils nous ramènent les questions que se pose le grand public, et on les traite et ils participent à construire cette démocratie sur la recherche biomédicale et sur la santé. Bon, je pense qu'en fait, Philippe l'a dit, en fait, il n'y a aucune raison de désespérer. Au contraire, il y a un chemin immense, il y a des opportunités gigantesques qui sont devant. Et puis, si vous regardez, il suffit de lire les mémoires de François Jacob, ça n'a jamais été facile pour personne, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un chemin tout tracé. Le chemin, il est à construire. Simplement, la nécessité est telle et les opportunités liées à l'accroissement des connaissances sont immenses. Donc, je pense qu'il n'y a aucune raison de baisser les bras. Et je vais parler de persévérance. Il faut avoir de l'enthousiasme et de la persévérance. Oui, il y a un dicton qui résume tout ça, qui est ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Je crois que nous avons atteint le terme de notre débat. C'était un honneur pour nous de vous recevoir, Agnès Renard, professeur Philippe Sansonetti, professeur José-Alain Sahel, en live depuis Pittsburgh et aux États-Unis. Ce soir, je crois que les 3 S, sciences, santé et société, étaient présents. Je retiendrai vraiment les qualités dont vous avez fait preuve tout au long de votre parcours et dont vous avez fait preuve ce soir, la modestie qui vous caractérise, la persévérance, les encouragements que vous avez adressés à nos étudiants, mais aussi à tous les cadres des industries de santé. Vraiment, effectivement, ce chemin qui reste à parcourir, et surtout le fait qu'on vous voit auréolé de succès, mais finalement vous nous dites que des échecs vous en avez connus. Visiblement vous les avez surmontés, puisque nous on ne vous voit que auréolé de succès, et nous avons été extrêmement heureux de vous recevoir et d'avoir été reçus dans votre maison, professeur Sahel, à cet Institut de la Vision, et je remercie encore bien vivement Serge Picot qui nous a accueillis. Bonne soirée à tous, merci encore.